RFI et France 24 présentent Mardi politique. C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir Roselyne, bonsoir à tous. Ce soir, nous recevons Alexis Corbière, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Bonsoir, merci, d'avoir accepté notre invitation. Alors, on va parler de la situation en Guadeloupe qui est explosive. Le mouvement est en train de faire tache d'huile. En Martinique aussi. Violence, pillage, barrage. Et il y a la situation sécuritaire et la situation sociale, chômage, pauvreté, vie chère. Le gouvernement veut d'abord rétablir l'ordre public. Avant toute chose, c'est un préalable à toute discussion, a dit Gérald Darmanin. A-t-il raison ? On ne comprend pas ce qui se passe en Guadeloupe si on a l'impression, comme c'est raconté parfois, que c'est juste une espèce de refus du pass sanitaire, en ne comprenant pas que l'état social de cette île depuis des années est dramatique. L'accès à l'eau n'est pas une réalité pour une partie importante de l'île. Les enfants perdent 1 mois et demi de scolarité dans les écoles, pour certains, parce qu'il n'y a pas d'eau. Il y a notamment une situation de chômage qui est terrible, qui monte à Pointe-à-Pitre. 60% des jeunes sont au chômage, etc. Mais est-ce que ça cautionne la violence ? Est-ce que ça cautionne la violence, barrages, les tirs contre les... Mais justement, ça c'est l'alternative dans laquelle je ne suis pas favorable à la violence. Ce n'est pas le sujet. Maintenant, si on ne prend que le débat en termes de « au secours, il y a des violences, il faut envoyer le GIGN et le RAID », on ne comprend pas pourquoi des gens paisibles, qui ne veulent que vivre tranquillement, n'ont pas confiance d'ailleurs dans les pouvoirs publics. Est-ce que vous savez qu'en raison notamment de produits qui ont été utilisés, vous avez la nappe phréatique qui est touchée, et donc les gens ont une méfiance par rapport au pouvoir public, parce qu'il y a un hôpital public qui est dégradé. Je vous dis quand même que depuis des années, les enfants ne vont pas à l'école, en raison notamment du problème de l'accès à l'eau. On aurait dû déclencher ce que nous on avait dit, le plan Orsec, pour permettre que la population puisse avoir accès à l'eau. Comment prendre au sérieux des consignes qu'il faut respecter, notamment des gestes barrières, se laver les mains quand les gens n'ont même plus une eau qui coule dans le robinet. Et quand vous laissez pourrir une situation, eh bien, au bout d'un moment, ça prend des formes que je ne soutiens pas. Maintenant, je ne serai pas de ceux qui disent que oh là là, regardez-les, ces Guadeloupéens, un peu bas de plafond, comme certains l'avaient dit à l'époque, qui, parce qu'ils croiraient à je ne sais trop quelle superstition, refusent le vaccin, etc. Donc il faut respecter les gens. Rétablir l'ordre, c'est aussi l'ordre social. Maintenant, une fois que j'ai dit ça... Je ne suis pas favorable, évidemment. Il y a eu quelques cas, manifestants, d'armes à feu qui sont sortis. Il va de soi que personne ne doit perdre la vie dans tout ça. Et je lance un appel à ce qu'il n'y ait pas de violence sur les personnes. Mais l'ordre social, évidemment, est la condition que l'ordre revienne. C'est la chose qu'on a à dire aux gens, c'est rentrer chez vous. Vous avez dit des gens paisibles pour la plupart. Est-ce que vous êtes sûr que ce sont des gens paisibles qui sont juste en train de sortir de leur gond, qu'au fond on assiste à des actes de violence politique? Après tout, la violence politique existe dans l'histoire. Ou est-ce qu'on n'assiste pas aussi, pour une part peut-être d'ailleurs non négligeable, à une délinquance plus intéressée à aller piller, à aller voler, qu'à défendre des idées ou des principes? Si je vous mets dans une situation, monsieur Rivière, où l'eau ne coule plus au robinet, où vos enfants ne vont pas à l'école parce qu'on ne peut pas les accueillir, où vos enfants sont au chômage, je vous laisse dans cette situation. Au bout de 5 ans, je vais vous retrouver dans quel état? Ce ne sera pas le même homme, sans doute. C'est sûr. Mais non, mais voilà, d'accord. Non, mais vous serez contrarié et je reprends votre mot. Voire peut-être très énervé. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que... Mais ce que je vous demande, c'est est-ce que vous pensez que toutes les violences s'expliquent par ça, par ces phénomènes-là, par cette colère rentrée depuis des années, ou est-ce que oui ou non, il y a quand même aussi une délinquance qui profite de la situation? Ça, c'est possible que dans le cadre d'un mouvement social généralisé, où il y a des barrages, où il y a une violence qui se met en place, vous avez toute une série de gens qui se glissent là-dedans pour faire des actes purs de délinquance. Mais quand bien même on condamne la délinquance, et je condamne la délinquance, c'est pas le sujet. Le problème, c'est regardons l'île dans sa réalité, dans laquelle les différents gouvernements d'ailleurs l'ont plongée, et si on le comprend, plutôt que d'avoir pour seule réponse à l'heure actuelle, j'envoie le RAID et le GIGN. Tout à l'heure, à l'occasion des questions au gouvernement, ma collègue Mathilde Panot a posé une question au Premier ministre, en l'occurrence qui était remplacée parce que M. Castex est souffrant, et j'espère qu'il va bien, mais c'est M. Blanquer qui a répondu, il est qu'à contact, du moins. Il est même testé positif. Et il a répondu comme quoi jamais aucun gouvernement n'avait autant fait pour la Guadeloupe. C'est un peu court, jeune homme, j'ai envie de dire. Un peu court. Je répète ce que nous avons proposé. Déclenchons le plan Orsec, notamment pour l'accès à l'eau. Il n'est pas possible, par exemple, que la dégradation des canalisations d'eau amène à ce que, pour certaines personnes, 70% de l'eau qu'ils payent partent dans la terre parce que les canalisations ne sont pas réparées. Alors, comment vous expliquez? Est-ce que l'État a été défaillant dans cette... Est-ce que les élus n'ont pas été suffisamment écoutés, comme l'a dit d'ailleurs Valérie Pécresse lors du dernier débat
des Républicains, elle a dit les élus ne sont pas écoutés. Est-ce que, dans le fond, c'est un département qui est laissé pour compte? Écoutez, je crois, et si je dis une bêtise, on me corrigera, que l'investissement moyen par habitant en métropole, c'est 176 €, alors qu'il est de 116 € en Guadeloupe. Et que je pense qu'en plus que le caractère insulaire devrait amener à ce qu'au contraire, il y ait un surinvestissement plutôt qu'un sous-investissement. Voilà. Alors si toute une série d'élus locaux l'ont dit, c'est sans doute le cas. Je ne le conteste pas, mais j'observe qu'à partir du moment où vous laissez les gens dans un état de dégradation, c'est trop facile d'un seul coup de dire « Oh là là, ils s'énervent !» Pourquoi? Parce que c'est loin? Parce que c'est... Sans doute, oui, parce qu'on a laissé ces territoires dans un état de dégradation, parce qu'on a beau dire que c'est la France, c'est pas réellement la France en vérité du point de vue de l'investissement des pouvoirs publics, et on pourrait comme ça multiplier les choses. Mais vous savez, pour revenir sur la violence, c'est des vieux débats. Un grand révolutionnaire qui s'appelait Saint-Just disait « Les malheureux sont les puissances de la terre, ils ont le droit de parler en maître au gouvernement qui les néglige. » On en revient toujours à la même chose. Quand on méprise le peuple, au bout d'un moment, il se révolte. Et quand il se révolte, ça prend parfois des formes que, à titre personnel, je condamne parce que je suis contre la violence, mais c'est d'abord cette colère qu'il faut comprendre et la respecter. Ça ne veut pas dire flatter les violences inutiles, mais d'abord répondre à la question sociale. Et jusque-là, ça n'a pas lieu. Avant de laisser la parole à Frédéric, est-ce qu'il faut, par exemple, assouplir les règles sanitaires pour la Guadeloupe et la Martinique? On ne le fait pas pour la métropole. Est-ce qu'il faut le faire pour... Moi, je répète que je pense que, de ce que je vois, il y a une défiance vis-à-vis des politiques de santé publique, en raison de défiance, notamment ce que j'évoquais tout à l'heure, le fait que vous avez les nappes phréatiques qui ont été polluées, c'est un scandale qui a eu lieu, le fait qu'une fois de plus, l'hôpital public, il est en sous-effectif, ou non, les gens ne croient plus aux consignes. Moi, je dis qu'il faut se vacciner, c'est pas ça mon sujet. Mais si vous voulez rétablir la confiance, c'est pas seulement en disant des sanctions auprès des personnels hospitaliers. Moi, je suis pour lever les sanctions, notamment vis-à-vis des gens qui, jusqu'à ne se sont pas vaccinés, parce que l'hôpital public, y compris celui de Pointe-à-Pitre, a besoin de l'ensemble de ses personnels. Voilà. Donc concrètement, vous pensez qu'il faut réintégrer les soignants qui ont été oui, de manière générale, d'ailleurs, on en a besoin. Même pas seulement même sur la métropole. Voilà. Ouais. Et surtout, je pense, pour répondre à la question de la Guadeloupe, que c'est d'abord une réponse politique qu'il faut apporter. Donc politique si on réintègre et sociale. Les soignants, on supprime l'obligation vaccinale pour les soignants. Faut être cohérent. Oui, c'est-à-dire, je pense effectivement que nous avons besoin de ces personnels, et on voit hélas que tout un vaccin dont on nous avait promis qu'il devait avoir... Il faut faire une exception. Et moi, je ne suis pas pour que notre hôpital public a besoin de l'ensemble de ces personnels qui ont longtemps travaillé, est en première ligne sans qu'il y ait de vaccin, qui sont des gens tout à fait respectables. La grande majorité des personnels hospitaliers, d'ailleurs, est vaccinée, qu'on arrête de faire croire qu'ils ne le sont pas. Mais quand même, il y a une minorité aujourd'hui qui ne le veut pas pour toute une série de raisons. Il faut continuer à chercher à les convaincre. Ils ont la possibilité de se faire tester régulièrement. Au passage, j'en profite pour dénoncer, je suis un peu en train de changer de sujet, mais c'est une transition sur le fait qu'il y a quand même un paradoxe. C'est qu'à l'heure actuelle, nous sommes face à soi-disant, enfin, pas soi-disant, une nouvelle vague, et nous avons aujourd'hui un déremboursement des tests. Et pour les gens qui ne sont pas vaccinés, mais je veux dire, ça fait chuter. Je crois qu'on est passé de 870 000 vaccinations jour aujourd'hui à 450 000 vaccinations jour. Donc vous demandez que les tests soient à nouveau gratuits. On est face à une situation où il faut tester. Là, on est fin novembre. Dans un mois, il va y avoir les fêtes de fin d'année. Tout le monde va aller voir, du moins c'est le vœu que je forme, ces anciens. Je veux dire, souvent c'est les jeunes. Il y a certains jeunes qui ne se sont pas vaccinés. Bon, les jeunes, ils vont aller embrasser papy et mamie. Il faut qu'ils puissent se faire tester. Je veux dire, le fait que ça devient payant pour toute une série de gens, on le voit bien d'ores et déjà. Le nombre de tests est divisé par 2. Bon, c'est un paradoxe absurde. Mais ça a été fait pour essayer de contraindre les non-vaccinés à aller se faire vacciner. Ça ne marche pas. J'observe que l'efficacité que ça a très concrètement, c'est que le nombre de tests a été divisé par 2 et ça correspond aussi à un rebond. Est-ce que ce n'est pas parce qu'on a atteint une espèce de plafond de verre de la vaccination et que ceux qui ne le sont pas aujourd'hui sont vraiment très difficiles, sont très récalcitrants? Quand bien même vous avez des gens rétifs, et je répète que moi je suis vacciné, j'ai confiance au vaccin, etc., mais vous avez des gens rétifs, c'est pas par la force qu'on y arrivera de toute manière, et quand même ces gens-là sont rétifs, il faut qu'ils puissent se tester pour qu'à l'occasion notamment de ce brassage de fin d'année classique, personne ne fasse courir le risque aux plus anciens. Ce serait un paradoxe que c'est au moment où il y a un rebond qu'on ne crée pas les conditions de pouvoir... Alors justement, demain il y a un nouveau conseil de défense. Gabriel Attal a dit il y a peu de temps que cette 5e vague était fulgurante. On le voit d'ailleurs puisque en Autriche, le gouvernement a reconfiné. En Allemagne, il y a des restrictions. Est-ce qu'il faut imposer la 3e dose ?
Mais il ne faut rien imposer, de toute manière. Mais moi, je vais vous dire. C'est ce qui risque de se passer demain, non? On verra. Ouais. Moi, après, là, je me décale par rapport au sujet parce qu'au bout d'un moment, moi, je suis parlementaire et je n'ai accès à quasiment aucune information. D'accord? C'est le Conseil de défense que vous avez évoqué qui prend des décisions. Normalement, il y a un truc, quand on est républicain, ça s'appelle la représentation nationale. Normalement, si on est en guerre, nous a dit le président de la République, je rappelle que, sans être cuistre, pendant la Première Guerre mondiale, c'était encore à l'Assemblée nationale qu'on prenait des décisions. Là, en période Covid, s'il y a une boîte noire qui s'appelle le Conseil de défense, dans lequel vous avez le chef des armées, le chef de l'État qui prend des décisions. On ne discute de rien à l'Assemblée nationale. D'accord? On ne discute de rien. C'est pas que je sois au-dessus des citoyens, mais moi, comme tout le monde, comme vous, j'attends 20 heures pour savoir ce que le monarque présidentiel va annoncer. C'est pas comme ça que sur ce sujet, c'est vrai, et qu'on rassure. Moi, je dispose pas d'éléments pour savoir quels sont les éléments pour faire face à la situation, qu'est-ce qu'il faut faire. Je veux dire, regardons ce vaccin dont on nous avait dit il y a quelque temps qu'il était la solution. Il a une efficacité qui est un peu réduite. Combien il coûte d'ailleurs ce vaccin? Ça pourrait être une discussion. Est-ce que c'est normal que l'on engraisse, pardon l'expression triviale, des laboratoires privés? Le président de la République était même monté au créneau et je l'avais applaudi en disant qu'il faut que ce soit bien commun de l'humanité. C'est quand même dingue, même si on est pour l'économie de marché, mais c'est quand même dingue qu'il y ait des profiteurs de guerre, qu'il y ait des gens qui s'enrichissent et des laboratoires qui s'enrichissent sur base d'un vaccin. J'ai envie de vous dire, ils ont investi de l'argent. Non, mais ils en ont fait la culbute depuis longtemps. Non, mais ce dont on parle, c'est 50 milliards pour certains laboratoires. D'accord? Moi, que ces gens-là ne perdent pas d'argent, il n'y a pas de problème. Que les chercheurs soient félicités et bien payés, il n'y a pas de problème. Mais ce dont on parle, c'est d'actionnaires privés qui sont en train de s'engraisser sur le fait que vous, Monsieur Rivière et moi-même, on a besoin d'une troisième dose. Enfin, au bout d'un moment, on pourrait quand même considérer que c'est bon, service public, bien commun de l'humanité. Ou alors, on entretient d'accepter l'idée qu'en période de crise, il y a des gens qui ne font pas d'efforts, c'est ceux qui profitent, des profiteurs de guerre. Vous savez, j'ai évoqué la Première Guerre mondiale, les profiteurs de guerre, en général, on ne les laisse pas faire, hein. Quand il y a des périodes de restrictions alimentaires, on ne va pas laisser des gens spéculer sur le fait qu'il y a des denrées qui deviennent rares. Enfin, je veux dire, revenons à des choses fondamentales. Ce problème de démocratie, au fond, que vous évoquez, Alexis Corbière, à travers le faible rôle du Parlement, on le retrouve aussi au niveau européen sur ce sujet, où il y a une opacité totale sur la manière dont les contrats ont été... Est-ce que ça se cantonne à certains sujets spécifiques ou est-ce que c'est un problème qui, pour vous, est général ? Vous le savez, c'est un problème général. Là, on va avancer sur la campagne présidentielle. Ce qui est au cœur, notamment, des propositions que fait Jean-Luc Mélenchon, le candidat de l'Union populaire, c'est le passage à une 6e République. On a un problème de fond. Vous, moi, quel que soit ce que vous votez, aujourd'hui, on est en train d'accepter un système institutionnel où 70% des gens ne sont pas venus voter aux dernières élections, mais ça continue de tourner. Lors des dernières élections, que le président de la République n'y prenne pas ombrage, mais il fait, je crois, autour de 18% des électeurs inscrits, 43% des électeurs inscrits, il obtient au second tour face à Mme Le Pen. Mais quel rapport avec une 6e République? Le fait que, si vous voulez, on en vient à la question du vaccin, si vous voulez un consentement à l'autorité, il faut être sûr que celui qui prend les décisions, celui ou celle qui prend les décisions, a une assise politique forte. Je vais vous dire une chose, un cas concret. Là, Alexis Corbière, que dans une 6e République, il fait quoi? J'ai été élu à près de 59% des voix au second tour. En vérité, je ne représente que 19% des électeurs inscrits de ma circonscription et mon cas comme les 576 autres députés. Ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, le rapport que le peuple a avec ses représentants est un rapport de plus en plus distant parce que les 3/4, voire 80% des gens n'ont pas voté pour ceux qui prennent des décisions. Alors quand vous demandez en plus à un pays de prendre des décisions difficiles, passe obligatoire, tel et tel effort, il faut comprendre comment se creuse cette distance. Et on en revient à la violence de tout à l'heure. C'est que si on banalise ça... votre raisonnement sur la 6e République c'est que je pense qu'il faut en finir avec la monarchie présidentielle du fait qu'un président de la République, avec un conseil de défense, prend des décisions qui concernent 66 millions d'habitants. Notamment le fait qu'il y a plus de pouvoir pour le Parlement, qu'il y ait transparence sur ces débats. Que notamment, puisqu'on avait la question de la désignation, qu'il y ait des seuils de représentativité. Et si des gens ne réunissent pas assez de voix, l'élection n'est pas valide. Que par exemple, il y ait un système de contrôle des élus. Moi, je suis pour le droit de révoquer les élus en cours de mandat. Je vais d'ailleurs déposer une loi en ce sens le 13 janvier, un projet de loi qui fait qu'un certain nombre d'électeurs, s'ils considèrent que telle ou telle personne a pris une mauvaise décision, on peut le rappeler. Je suis pour des référendums d'initiative citoyenne. Je suis pour que le citoyen reste un acteur civique, même entre deux rendez-vous électoraux. C'est une manière vertueuse de sortir pacifiquement de nos problèmes, parce que vous voyez, et la question de la violence, je ne la sous-estime pas, cette société actuellement, elle est bloquée. Et si c'est que de manière autoritaire qu'on va régler les problèmes, moi, je crains que notre société explose. Et donc, je dis à chacun, attention, il faut redéfinir les règles du jeu, à l'occasion, se redéfinir comme nation aussi, pourquoi nous voulons vivre ensemble, sur la base de quel droit. Et je pense que ça passe par le fait que le citoyen ait plus de pouvoir et que le rapport qu'il a avec les élus soit un rapport plus sain, de contrôle, et ce sera vertueux.
Le droit de révoquer les élus, vous le savez peut-être, ça existe dans 28 États sur 50 aux États-Unis. C'est pas une idée farfelue. Le fait que M. Schwarzenegger, dont on avait beaucoup parlé, on connaît tous l'acteur, il a été élu en Californie suite à la révocation du gouverneur précédent. Bon, donc c'est pas une idée farfelue, ça fait partie de l'histoire de France. On a parlé de la Guadeloupe, mais il y a une colère qui monte actuellement dans de nombreux pays d'Europe contre les contraintes sanitaires. Il y a eu ces derniers jours des manifestations avec des heurts avec les forces de l'ordre en Belgique, aux Pays-Bas, au Danemark, en Autriche, mais pour l'instant, pas en France. Ces derniers mois, on a vu ce week-end réapparaître les gilets jaunes. Est-ce que vous pensez que la France pourrait être gagnée par le type de mouvement auquel on assiste dans ces pays que je viens de citer ? Moi, je ne suis pas devin. Ce que je sais, c'est que... Est-ce que les conditions sont là ? Oui, voilà. Les conditions sont réunies. Non seulement elles sont mûres, mais elles ont même commencé à pourrir. Moi, c'est ce que je vois. C'est la même discussion qu'on vient d'avoir depuis le début. C'est-à-dire qu'on est dans un monde difficile. 10 millions de gens sous le seuil de pauvreté. On est dans un moment où le rapport du GIEC, quand même, nous inquiète un peu en termes d'écologie. Moi, quand je vois que la Camargue va disparaître, pardon, j'ai 3 enfants, c'est quand même, vous, nous tous, on en est là. Quand je vois qu'aux élections, vous avez les 3/4 des gens qui viennent plus voter, etc., etc. Les conditions d'une tension sont terribles. On le voit bien, c'est sourd. Alors, est-ce que la proximité de l'élection qui vient fait que peut-être les gens vont se dire, on ne va pas les manifester, on va régler ça dans les urnes? Je n'en sais rien. Mais il peut avoir aussi, c'est pour ça que je mets en garde le gouvernement, attention, pas de brutalité, pas de mesures comme ça où c'est dans la boîte noire d'un conseil de défense qu'on fait. Un pays, c'est pas garde à vous fixe, rompez les rangs. Ça marche pas comme ça. Et M. Macron doit comprendre qu'y compris les conditions de son élection. Quand vous êtes élu dans un rejet, notamment de Mme Le Pen au second tour, ça doit nous amener à la modestie et à comprendre qu'on n'est pas majoritaire dans le pays. Donc il faut, et moi, je vais vous dire, le bilan que je tire depuis mes 4 ans et demi de député, ils nous ont rejeté tous nos projets de loi, toutes nos propositions, tous nos amendements. D'accord ? Bon, moi je dis attention, si on ne respecte pas la minorité dans ce pays, si on passe son temps à fracturer les uns les autres, etc., bon, à l'arrivée, ça produit ce que nous... Et moi, je suis inquiet pour le pays, je le dis clairement. Je pense que notre pays est traversé d'immenses tensions et ça peut prendre la forme de manifestations violentes. Moi, je ne suis pas le candidat de la violence, je suis le candidat de l'apaisement. La 6ème République, c'est une manière de dire... Vous citiez Saint-Just tout à l'heure. Pour vous dire les grands moments révolutionnaires du pays, quand le peuple se met en colère, il faut l'entendre. Chez vous, l'idée du grand soir, ou en tout cas de la révolution, est un sujet... qui vous tient à cœur, c'est-à-dire qu'on change les choses en se révoltant. Alors, vous savez, derrière vous, en même temps que vous me parlez, il y a M. Macron qui a été élu en 2017 avec un livre qui s'appelait Révolution. Oui. Donc l'idée d'une révolution... Oui, c'était pas celle-ci. Non, mais on verra. L'idée d'une révolution dans le pays, si c'est un grand changement, je pense que beaucoup de gens, ils sont plutôt favorables. Tout le monde voit bien que si ça continue comme ça va mal finir. La question, c'est comment on s'y prend. Moi, je suis pour une révolution citoyenne, c'est-à-dire je pense qu'il faut redonner la parole au peuple. Ma 6ème République, c'est une assemblée constituante. Les gens vont élire des représentants. On va pas discuter. Forcément, oui, pas. Non, mais et ce que je dis, c'est que paradoxalement, contrairement à l'image qu'on veut me donner, à vouloir maintenir le statu quo, c'est ça qui va produire de la violence et de la brutalité. Ben voilà, je vous ai fait un petit signe alors. Pardon. Vous avez la BS, hein. Non, mais j'ai cru que vous vouliez... Non, je voulais vous dire que l'émission était terminée. Ah ben écoutez, c'est avec plaisir, j'espère. Voilà. Je le dis avec passion. Moi, j'aime la France. Et j'espère... Non, mais je termine là-dessus, pardon, mais c'était... Voilà, merci. J'espère que ça se passera bien et que nous allons voter bien pour changer. J'espère. Voilà. Merci pour cette note d'optimisme. Bon, merci à Charlotte Urien-Thomacac, à Flore Simon et à Camille Néran pour avoir préparé cette émission. Et bien sûr, à toute l'équipe technique. À très vite. Merci. Depuis 5 ans, notre équipe sillonne les cités, les quartiers. 5 ans que nous voulons montrer un autre visage des banlieues, ambitieuse et ouverte. Nous avons retrouvé 6 d'entre vous, acteurs de terrain, faiseurs de possible dans la cité. C'est la spéciale de Pas de quartier. Et pour nous, c'était essentiel de passer du pied d'un immeuble au pied d'un domaine pour faire en sorte que ces deux mondes se rejoignent. Je me lâche en fait. Je sors mon histoire, je réfléchis pas. Les 5 ans de Pas de quartier, un événement à vivre sur France 24 et france24.com. Cette semaine, dans Le Paris des Arts, je reçois la comédienne et écrivaine Isabelle Carré, en ce moment sur les planches dans La Dégustation. C'est pour un dîner que je fais avec des SDF une fois par semaine. J'ai adoré l'écriture d'Yvan Calderac. Je trouvais que c'était vraiment drôle, que chaque réplique faisait mouche, que c'était un humour qui rassemblait. Ensemble, nous irons visiter l'exposition consacrée à la photographe Viviane Mayer au Musée du Luxembourg. Et puis une rencontre avec Philippe Lelièvre qui nous parlera de son seul en scène. Le Paris des Arts d'Isabelle Carré à retrouver très vite sur France 24.